Leurs héros sont justement mis en scène sur ces murs que l'on peut donc tourner comme des pages. Et ça, croyez-moi, Jacqueline Benouzillot et Guy Nevers ne s'en sont pas privés. Déambuler dans Bruxelles, c'est comme feuilleter un album de bande dessinée qui se composerait peu à peu, comme le chat philosophe se construit lui-même, brique par brique. Olivier est une sorte de philosophe arpenteur. Il connaît chaque pavé, chaque coin de rue du quartier Saint-Géry, au cœur de Bruxelles. J'aime la ville parce que elle m'est toujours exotique et j'ai l'impression de me balader dans un décor. J'ai l'impression d'être un personnage dans une histoire un petit peu. C'est presque irréel, un peu comme atmosphère ici. Il y a une tradition surréaliste et un peu absurde en Belgique qui est à mon avis très présente à Bruxelles. C'est peut-être pas un hasard s'il y a autant d'auteurs de bande dessinée qui se sont servis de Bruxelles comme d'une muse. C'est un peu un monde imaginaire, tout en étant quelquefois très dur au niveau du réel. Si la ville est un décor, on est tous des personnages qui naviguons dans ce décor. C'est-à-dire que la ville ne nous appartient pas, nous on n'appartient pas non plus à la ville, on se croise, on se fréquente. C'est, voyez les gens, enfin bon, j'en fais aussi partie. J'ai l'impression que quelquefois on vit ici sans y vivre. On fait que marcher, on fait que croiser, on fait que discuter, on s'amuse quoi. La ville est une BD et les murs sont des pages sur lesquelles je dessine mes personnages. Ce mur-là a une belle histoire. C'est un des tout premiers murs en 1992 et c'est un mur qui a été fait vraiment comme les autres murs pour donner envie de vivre et donner envie de parcourir à pied ces quartiers qui étaient un peu paumés ici à Bruxelles. Et l'échevin, l'adjoint au maire, qui a choisi de prendre cette initiative-là, il a choisi un langage aussi populaire que le quartier, aussi populaire que la ville. Il a choisi la bande dessinée. Si Jean adore les histoires, il adore aussi chiner place du jeu de balle, tout comme Hergé sans doute. Avec de la chance, il va peut-être découvrir, à l'instar de Tintin, un objet curieux ou insolite. Tout le monde se souvient du secret de la licorne. Eh bien, les Dupont, c'est ici qu'ils ont trouvé leur canne. D'accord, c'est pas exactement celle-là, puisqu'ils les avaient achetées. Mais je suis sûr qu'on va trouver des cannes assez extraordinaires. Ah ouais. C'est pour ça que la BD est belge. C'est parce que les auteurs de BD utilisaient leur environnement pour raconter leurs histoires. Ah, ça n'est pas la licorne. C'est même une frégate espagnole du XVIIIe siècle, au moins 60 canons, mais ça pourrait être le début d'une autre histoire. Ça, ce qui est génial, c'est quand on trouve au Vieux Marché un bouquin sur Bruegel. C'est son quartier. Il racontait des histoires insensées à travers un tableau, à travers un langage populaire qui n'était pas encore la bande dessinée. Le triomphe de la mort, le massacre des innocents, dans un décor bruxellois. C'est vraiment étonnant cette histoire de fresques parce que depuis qu'elles existent, il n'y a aucun graffiti dessus, aucun tag. Quand la marque jaune est sortie en 1953 dans le journal Tintin, Bruxelles a été couvert de graffitis, on peut bien le dire, ou de tags en forme de marque jaune. Ici, ce ne sont pas des graffitis, ce sont des messages en 3 langues qui ont été placés par l'auteur pour montrer un peu toute la dureté de la ville et donner un caractère plus adulte à la fresque. J'habite ici juste derrière, à 2 maisons après la fresque. Et donc la fresque est le résultat
C'est un choix qu'on a fait dans la rue d'avoir ce dessin avec Isler comme auteur. Donc vous voyez en haut de la fresque, on a un dessin qui représente un ange avec le côté léger un petit peu de la ville et puis le bas un peu plus dur avec des graffitis sombres. Donc on a les deux, le côté léger, le côté sombre. C'est pas une fresque devant laquelle on peut passer puis regarder, ah c'est beau, j'aime ça, j'aime les couleurs, j'aime machin, et hop on s'en va. Ici c'est une fresque où on a besoin à mon avis de se poser un minimum de questions. Il y a des réflexions qui sont presque philosophiques. C'est de l'art. C'est de l'art sur un mur. Donc, ce ne sont pas des graffitis, c'est vraiment une façon de raconter une histoire dans le quartier. On a fait une fête et on a demandé aux gens de venir raconter un petit peu des choses pour montrer que ce quartier-là de Bruxelles vivait et qu'il méritait d'être pris en considération. Donc c'est une bande dessinée et puis en même temps c'est vivant, quoi, c'est la vie. Bon là je voyais un graffiti en néerlandais que je trouve super, il y a marqué Brussels Left, ça veut dire Bruxelles vit, hein, il est ici celui-ci, avec un cœur en dessous. Tibet est un dessinateur heureux qui ne se prend pas au sérieux. Parfois, ses héros s'échappent de ses albums pour grimper sur les murs. J'ai été un des rares dessinateurs à qui on a laissé le choix de son endroit pour sa petite fresque. Et j'ai choisi cette petite rue parce que c'est la rue du Bon Secours. Et quand j'étais enfant, j'y passais tous les matins très tôt pour aller au catéchisme à l'église du Bon Secours qui se trouve derrière le coin. Voilà, et alors là habitait l'aumônier des louveteaux dont je faisais partie. Là, c'est les pompiers. Et là, habitait le curé de la paroisse du Bon Secours. Oui, je suis ici chez moi, là, vous voyez. Ça, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Et vous avez le dessinateur de Ricochet. Vous voyez que c'est quand même exceptionnel. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce dessin. Voilà, ça a l'air innocent comme ça, mais ça raconte une histoire. Vous voyez, parce que le commissaire Bourdon a l'air furieux parce qu'il surprend Ricochet en train d'essayer de s'introduire dans la chambre de sa nièce. Et en fait, Ricochet n'essaye pas de s'introduire pour ça, mais c'est pour sauver Nadine qui est menacée par un bandit. Mais ça, Bourdon ne le voyait pas d'où il était. Vous voyez, ça raconte une petite histoire. Et j'ai essayé de faire un dessin qui s'inscrive bien dans le cadre de la rue. Vous voyez, c'est la prolongation des maisons. Vu de loin, comme ça, on dirait que c'est une vraie maison. Cela dit, j'ai fait le dessin grand comme ça. Et il a été refait en grand par une société spécialisée. Je trouve qu'ils ont fait ça remarquablement bien. Alors là, il y a une de mes fresques préférées, c'est celle du grand dessinateur Dany, avec Olivier Rameau et Colombe Tirdel. Tombé dans la bande dessinée depuis tout petit, Dimitri le libraire se prendrait bien de temps en temps pour l'un de ses héros favoris. C'est un héros de mon âge, en fait. Donc Franck P. a montré un petit peu un héros qui voyageait dans Bruxelles. Broussailles a vécu des événements à Bruxelles que tout Bruxellois de mon âge, en tout cas, aurait pu vivre. Il s'est baladé dans des endroits, le quartier Léopold, dans différents endroits de Bruxelles. Il a eu bien sûr des aventures à Bruxelles que moi j'aurais pu avoir, que n'importe quel jeune Bruxellois aurait pu avoir. Alors celle-ci, c'est ma préférée. C'est celle de François Skeuten. Ici, pour cette fresque, il utilise vraiment le symbole de la porte. Vous rentrez dans des cités inconnues,
quelque chose que vous ne connaissez pas, qu'on ne peut pas percevoir. Et si vous daignez y rentrer, donc si vous daignez pénétrer, vous allez rentrer dans les cités obscures, qui est tout un monde créé par Schouten et Peters, justement. Cette fresque est très intéressante parce qu'il y a les 3 stades qui sont représentés. Tout d'abord, ces personnages qui sont vus de dos, qui se promènent, qui déambulent, donc ils font partie intégrante, bien sûr, de la ville. Le deuxième stade où on a vraiment une architecture, je dirais, plus classique, normale, qu'on peut voir partout à Bruxelles. Et puis le troisième stade, c'est tout ce monde onirique, tout ce monde imaginaire propre à Schouten, et qui est symbolisé ici, donc, à la fois par les 2 colonnes et par la construction tout en haut. Et cette partie imaginaire est délimitée un petit peu par ces oiseaux qui s'envolent, justement. Donc c'est ce mélange des 3 qui fait que cette fresque est superbe. Salut Tibet. Ça va bien? Tu connaissais ce bar? Pas du tout. C'est la première fois que je vois ça. Oui. C'est extraordinaire. Tu sais que Jacobs, le père de Blake et Mortimer, s'il avait connu ça, il aurait été vachement surpris. Oui, je crois. En tout cas, pour Jacobs, chapeau! Et chapeau à Hergé qui a entraîné Tibet et Jacobs dans l'aventure de la bande dessinée belge. Aujourd'hui, les créateurs du 9e art projettent sur les murs de Bruxelles leur talent et leur humour, leurs aventures et leurs rêves. Chapeau à Bruxelles aussi, Axelred, vous êtes belge, vous vivez aujourd'hui à Bruxelles et Paris, on l'a entendu. Vous connaissiez bien sûr ces fresques murales. Je connais ces fresques, oui. Je trouve que ça fait partie de la ville, quoi. Je ne peux plus imaginer la ville sans. Parce que c'est vrai, au départ, c'est vrai qu'on les trouve un peu partout. C'est pas qu'il y a un coin dans la ville où tout un circuit à faire, là, on l'a vu. Oui. Mais je veux dire, moi je vais pas les visiter, moi c'est plutôt un truc que tu vois, en balade, passes et ça fait partie de la ville. Découverte au coin de la rue. Ce que je trouve, je pensais qu'on allait parler à la fin peut-être du musée. Du musée qui est à l'origine de tout ça en fait, un peu de ce c'est-à-dire, le musée est assez récent. En fait, Horta, qui est un grand architecte de l'art déco. Déco, oui, qui a pris naissance... L'art déco, c'est Bruxelles. Oui, et donc en fait, dans une maison d'Horta, on a créé ce musée de la BD. Et je pensais qu'on allait terminer avec ça. Vous le connaissez aussi, ce musée? Il est superbe? Oui, il est très beau. Ouais. Je veux dire, j'étais une fois, donc j'ai pas tout vu. En plus, j'avoue que je connais un peu les BD. Il y en a que j'ai lu plus que d'autres. J'ai lu bien sûr les Hergé, les Tintins, Lucky Luke de Maurice. Il y en a que j'ai lu même... Mais vous les lisiez en flamand parce oui, que... Tintin, par exemple, en flamand. Vous êtes flamand. Tintin, j'ai lu en français, en flamand. Mais en flamand, c'est par exemple, c'est Kufke. J'ai lu Bob et Bobette de Van der Steen. Je crois qu'on connaît moins en Belgique. En flamand, c'est ce qu'est un Wiske. Gaston Lagaffe de... Comment il s'appelle encore? Franquin. Ouais. C'est Just Later. Donc c'est marrant, je veux dire, on les a... C'est pas une interro écrite, hein. Je teste pas vos connaissances en BD. Non, mais c'est joli comme drôle. Vous parlez flamand. Pourquoi vous ne chantez pas en flamand? Mais peut-être un jour je ferai un album en flamand. Parce que, je veux dire, en fait, le français, même si aujourd'hui ce n'est plus un hasard, parce que c'est vraiment une volonté, je trouve que... Et d'ailleurs, je me plais aussi à non seulement écrire la musique, mais aussi les paroles. Donc mais au départ, c'était un hasard. Parce que je chantais en anglais. Ouais. Parce que quand j'étais gosse, je rêvais de devenir une star, une chanteuse internationale, comme mon idole à l'époque, ABBA, quand j'avais 6 ans. Mais alors vous mettiez les disques et vous chantiez par-dessus? Non, avec ma copine, on chantait les musiques et les mélodies. Donc on commençait, tu vois, on chantait les guitares, on chantait les pianos, on chantait tout, quoi. Donc oui, pour apprendre la chanson, tu mets le disque et tu chantes dessus. Ah ouais. Mais quand on chantait devant la classe ou je sais pas... pendant des trucs de boy scout. Moi, j'allais chez les Chaperons Rouges. D'ailleurs, on a gagné l'Eurovision un jour des Chaperons Rouges. Encore le rouge? Encore le rouge, j'y reviens souvent, c'est vrai. Donc la chanson en anglais? Donc, oui, c'était en anglais, donc je rêvais de venir... Et mon premier 45 tours, d'ailleurs, que j'ai fait à 15 ans, qui n'était pas un grand succès, mais bon, soit, il était en anglais. Mais un jour, j'étais, pour terminer cette histoire longue, j'étais un jour en France avec des maquettes en anglais. Ils m'ont dit, est-ce que ça te dérangerait de chanter en français? J'ai dit, pourquoi pas, pour un titre, je vais essayer. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis après, j'ai continué à travailler sur un album. Je me suis mise à écrire aussi des paroles. Et donc aujourd'hui, c'est plus un hasard. Et c'est pour ça que les gens me disent, pourquoi tu chantes pas en flamand? J'explique tout ça pour expliquer que, je veux dire, c'était normalement l'anglais.
Mais je compte un jour faire un album en flamand parce que même si on connaît très peu ici, surtout, il y a eu des très belles chansons en flamand. Non, c'est vrai, je veux dire, c'est pas une chanson une langue facile à chanter, je veux dire. Mais le français, tous les styles de musique ne seront pas faciles non plus en français. Oui, tout à fait. Je commence avec le style que je fais, qui est beaucoup inspiré de la musique soul, j'ai du mal des fois à faire swinguer les mots, et je passe beaucoup de temps à placer les mots pour que je puisse respecter la langue française et respecter le swing de la chanson. Et donc le flamand a un petit peu ce même problème, mais ce qui veut rien dire, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut... Qu'il faut pas le faire. Voilà. Bon, on attend le résultat, Axel Red. La semaine prochaine, 3 destinations, évidemment, dans Faut pas rêver. Nous irons d'abord à Niagasola, en Haute-Guinée, un village dans lequel on veille tout particulièrement une case. Elle abrite une relique, le sosobala. C'est un instrument de musique, un balafon, le plus vieux du continent africain. Il n'y a que le jour où l'on intronise un nouveau patriarche que le sosobala sort de son écrin sacré, et ce jour est arrivé. Ensuite, direction la Suisse pour découvrir une vigne plantée sur des côtes abruptes. Vous êtes sur les berges du lac Léman, près de Vevey, et vous allez assister à une fête unique en son genre, celle des vignerons. Un spectacle gigantesque, répété durant l'année entière par les 5000 figurants et acteurs des familles de vignerons qui ne rateraient la fête pour rien au monde. Il faut dire qu'elle n'a lieu que tous les 25 ans. Troisième et dernière étape de notre itinéraire, l'Amérique du Nord, le Dakota, où s'élèvera bientôt, peut-être, la plus grande sculpture du monde. Il a déjà fallu 60 ans pour réaliser un quart de ce monument sur lequel travaille une famille entière, un Indien sur son cheval, le chef Crazy Horse, celui-là même qui a battu le général Custer à Little Bighorn. Sa sculpture sera aussi haute qu'un immeuble de 56 étages, un projet colossal qui attire 1 million de curieux chaque année. Axel Red, on a bien voyagé avec vous. Alors moi, je vais quand même rappeler qu'effectivement, en mars dernier, si je ne m'abuse, est sorti votre dernier album, Toujours moi, qui est une richesse oui, allez-y. Je voulais juste expliquer le titre. Je sais que je n'arrive pas à l'expliquer à tout le monde qui le voit dans les magasins, mais ça ne veut pas dire il n'y a que moi. C'était pour exprimer que la musique a évolué, mais que ça reste du Axel Red, voilà. D'accord, avec Single qui sort également en ce moment. C'est inépuisable, les albums, c'est bien, ça fait partie du commerce aussi. Non, mais franchement, je suis toujours triste qu'on ne peut que faire écouter au public maximum 4 ou 5 singles. Parce que moi, quand je fais un album, en même temps, j'essaie de faire un concept. Parce que bon, je fais aussi la réalisation. Celui-ci, je l'ai fait seul. L'album, vous faites tout. Non, la réalisation, je veux dire, musicale de cet album. Et donc, je veux dire, c'était vraiment un concept au niveau des paroles, au niveau composition, au niveau sonorité. Mais en même temps, je veux dire, chaque chanson a vraiment sa vie, et c'est comme un bébé, presque. On ne peut pas comparer les deux, je sais, mais... Et donc, j'ai toujours du mal, après, à choisir les singles, parce que... Pour le public, après, je me rends compte que tant que ça n'a pas été un single, c'est comme si la chanson a moins de valeur. Et j'ai envie de les faire écouter toutes en radio. Donc c'est vrai que c'est un moyen de promotion, en même temps, un single. Mais pour moi, c'est plutôt, comment dire... Un geste accompli. Je suis... Ouais. Voilà, bah, oui, vous le dites mieux que moi. Mais non, mais merci à vous de nous en avoir parlé si gentiment et aussi bien. Merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de Faut pas rêver. On vous retrouvera sur scène début novembre au Zénith. Et puis, écoutez, le 3 novembre. Ouais. À très bientôt. Merci encore. La soirée continue sur la 3. Très, très bonne soirée.